Je soupçonnais que ma femme préparait un divorce, alors j'ai déplacé mes biens. 2 semaines plus tard, elle a déposé la demande et a prétendu que c'était une blague quand son plan a échoué. Salut tout le monde, je parcours ce forum depuis un moment, en pensant toujours que je n'aurai jamais ma propre histoire à raconter. Mais la vie réserve des surprises, et cela fait des mois que je garde ça pour moi. J'ai besoin de vider mon sac. Je précise d'emblée, je n'ai jamais été du genre à tirer des conclusions hâtives ou à imaginer le pire. Ma femme, appelons-la M, et moi sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis quelques années. Tout me semblait solide, du moins je le croyais. On avait nos hauts et nos bas, bien sûr, mais rien qui me fasse penser « Ah, il y a un problème ici ». En fait, pendant la majeure partie de notre relation, nous étions ce couple-là, une véritable équipe. On riait de nos blagues idiotes, on débattait pendant des heures pour choisir un film, et on avait trouvé un rythme qui marchait. Elle organisait des soirées surprises, et moi je lui ramenais son plat préféré après une longue journée. C'était fluide, naturel, comme si on avait compris le secret de l'amour. C'est pour ça que ce qui s'est passé ensuite m'a frappé de plein fouet. Il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était des détails minuscules, que tu ne remarquerais pas si tu n'y prêtais pas vraiment attention. Elle a commencé à emporter son téléphone partout, même juste pour aller dans la cuisine ou plier du linge. Avant ça, son téléphone traînait des heures sur la table basse, sans qu'elle se soucie que quelqu'un le touche. Un jour, j'ai fait une blague, « Quoi ? Tu diriges un réseau d'espionnage secret maintenant ?» Elle a ri et m'a répondu, « Non, c'est juste que le boulot m'envoie beaucoup de mails. » Bon, d'accord. Mais quelques jours plus tard, elle a mis un mot de passe. Là, ça m'a surpris, parce qu'elle n'en avait jamais eu. J'ai demandé, l'air détaché, « Pourquoi ?» et elle m'a sorti un truc vague sur la sécurité et les hackers. Je n'ai pas insisté, pour ne pas passer pour parano, mais quelque chose sonnait faux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé à sortir de la pièce pour répondre à ses appels, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Et ce n'était pas subtil. Son téléphone sonnait, et elle lançait, « Oh, je dois prendre ça », et hop, elle filait dans la chambre ou sur la terrasse. Si je demandais qui c'était, elle répondait, « Juste un ami du boulot ». Puis elle a pris l'habitude de poser son téléphone face contre table. Je n'avais même pas remarqué que c'était une habitude, jusqu'au jour où je lui ai tendu quelque chose et qu'elle a déplacé son téléphone précipitamment. C'était un geste furtif, mais ça m'est resté en tête. Ce n'était pas seulement une histoire de téléphone. Elle semblait distante. Les conversations, qui coulaient naturellement, étaient devenues forcées, comme si je devais lui arracher les mots. Quand je parlais d'avenir, comme « Où est-ce qu'on devrait aller pour notre anniversaire ?» ou « Tu crois qu'on devrait commencer à économiser pour une nouvelle voiture ?» elle répondait vaguement « Oui, on verra », puis changeait de sujet. Le jour où tout a vraiment fait tilt pour moi, c'était un mercredi banal. Elle m'a dit qu'elle allait prendre un café avec une amie après le travail. Rien de suspect jusque-là. Elle fait ça parfois. Je faisais des courses dans le même coin, et j'ai pensé, pourquoi ne pas la surprendre? Ce sera sympa. Mais quand je suis arrivé, elle n'était pas avec son amie. Elle était dehors, devant le café, à faire les 100 pas avec son téléphone collé à l'oreille. Je suis resté dans ma voiture parce qu'il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui paraissait sérieux. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais j'ai entendu des bribes comme « c'est presque prêt » et « recommencer à zéro bientôt ». Mon estomac s'est noué. Je n'arrivais pas à comprendre, mais ça ne sonnait pas comme du boulot ni comme un drame entre amis. Ça semblait plus grand, comme un plan qu'elle préparait. Quand elle est rentrée, je lui ai demandé, l'air détaché, comment s'était passé son café. Elle m'a sorti tout un récit sur son ami qui se plaignait de son copain, et comment elle lui donnait des conseils. J'ai hoché la tête, comme si je la croyais, mais dans ma tête, ça tournait à 1000 à l'heure. Est-ce que j'exagérais? Est-ce que je me faisais des films? Ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de plus? Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment que quelque chose clochait. Elle me cachait quelque chose. Ça a continué comme ça quelques jours. Je l'observais davantage, pas parce que je voulais la piéger, mais parce que j'avais besoin de comprendre ce que j'avais vu et entendu. Rien de flagrant dans son comportement, mais plein de petits détails qui n'allaient pas. Puis, sans prévenir, elle a parlé de nos finances. On dînait un soir, un repas de semaine banal. On discutait de tout et de rien, son boulot, une nouvelle série qu'elle voulait voir, et d'un coup, elle me dit, « Tu sais, on devrait vraiment organiser toutes nos affaires financières », avec son sourire le plus innocent. J'ai levé les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a haussé les épaules. « Je pense qu'on devrait tout mettre au même endroit. Tu sais, toutes nos infos de compte, mots de passe, documents, ce genre de choses. Juste au cas où il y aurait une urgence. » Je ne savais pas quoi répondre. On n'avait jamais parlé de ça avant. Et vu tout ce que j'avais remarqué, ça tombait mal. « Quel genre d'urgence ?» ai-je demandé, essayant de rester neutre. Elle a encore haussé les épaules. « C'est juste prudent, non? Et si quelque chose arrivait à l'un de nous? Ou si on devait prendre rapidement une grosse décision financière ?» En surface, son explication semblait logique, mais il y avait dans sa manière de dire ça quelque chose de trop préparé, trop calculé, comme si elle attendait le bon moment pour amener le sujet.
J'ai acquiescé, en marmonnant un « oui, tu as raison ». Mais à l'intérieur, les alarmes sonnaient fort. Pourquoi maintenant? Pourquoi, tout à coup, vouloir centraliser nos finances alors qu'on avait toujours laissé ça séparer et un peu désordonné? Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de repenser à ces paroles. Est-ce que c'était simplement une étape normale de la vie d'adulte? Est-ce que je paranoïais? Mais je repensais aussi à ses appels, à ce que j'avais entendu devant le café, et à sa distance ces derniers temps. Tout commençait à former un puzzle, et je n'aimais pas du tout le tableau qui se dessinait. Jusque-là, je n'avais rien fait. Puis, 2 jours plus tard, elle a encore abordé le sujet. On était dans la cuisine. Je préparais un sandwich, et elle faisait défiler son téléphone. Tout à coup, elle a dit « Tu as réfléchi à l'organisation des comptes bancaires? Tu sais où sont tous les détails des comptes ?» J'ai posé le couteau et je me suis tourné vers elle. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, avec un ton à la fois léger mais ferme. « Tu parles beaucoup d'argent ces derniers temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux me parler ?» Elle a enfin levé les yeux de son téléphone, l'air surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je la confronte. « Non. Rien ne va mal », a-t-elle dit rapidement, avec un petit rire. « Je pense juste que c'est important, c'est tout. Tu sais, pour les urgences. » Des urgences comme quoi, ai-je insisté. Elle a haussé les épaules encore une fois, le visage impassible. Je ne sais pas, juste des trucs de la vie. Ce n'est pas grave, je te promets. Je pense simplement que c'est quelque chose qu'on devrait gérer. Sa réponse me semblait vague, trop vague. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Mais le fait qu'elle évite de donner une réponse claire ne faisait qu'aiguiser mes soupçons. Ça ne sonnait plus comme une simple suggestion. Ça donnait l'impression qu'elle cachait quelque chose, et je n'avais aucune idée de quoi. Le lendemain, pendant qu'elle était au travail, j'ai décidé de jeter un œil à notre situation financière. J'ai ouvert notre compte commun en ligne et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De petits virements avaient été effectués au cours du mois. Rien d'énorme, juste des montants modestes, mais qui n'avaient pas l'air d'avoir un but précis. Ce n'était pas pour les factures ni pour les courses ou quoi que ce soit d'habituel. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais ça donnait l'impression qu'elle transférait de l'argent ailleurs, sans que je puisse comprendre pourquoi. J'ai pensé à l'affronter, mais quelque chose m'a dit d'attendre. Si je me trompais, j'aurais l'air idiot. Mais si j'avais raison, il fallait que je sois prudent. Ça me rongeait. J'ai donc contacté quelqu'un en qui j'avais confiance, un vieil ami de fac qui est avocat. Je lui ai expliqué ce que j'avais remarqué, en essayant de ne pas avoir l'air de sortir une théorie du complot. « Écoute », m'a-t-il dit après que je lui ai tout raconté. « Je ne dis pas qu'il se passe forcément quelque chose, mais tu n'es pas fou de vouloir être préparé. Si tu veux protéger tes biens, c'est maintenant qu'il faut agir. Mieux vaut prévenir que guérir. » Il m'a donné un aperçu des démarches possibles, des étapes simples pour sécuriser mes finances si jamais il se tramait quelque chose. J'avoue que l'idée de prendre de telles mesures me paraissait extrême. C'était comme si je me préparais au pire alors que je n'étais même pas sûr qu'il se passait quoi que ce soit. Mais plus j'y réfléchissais, plus ça faisait sens. Si elle préparait vraiment quelque chose, et je commençais à le croire, il fallait que je me protège. Ce n'était pas une décision facile. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de biens, c'était toute une vie que nous avions construite. Je me revoyais encore à notre mariage, nos discussions jusqu'au bout de la nuit sur nos rêves, nos blagues improvisées. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce vraiment ce qu'était devenu notre mariage? L'idée de franchir ces étapes me donnait l'impression d'admettre la défaite, comme si je renonçais officiellement à la confiance qu'on avait partagée. Ce soir-là, pendant qu'elle était sortie, je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient en ouvrant le navigateur pour passer en revue nos comptes, bancaires, investissements, actes de propriété de la maison. Chaque document que je consultais me donnait l'impression de trahir, mais une petite voix me répétait que c'était une question de survie, pas de sabotage. Je ne cherchais pas à lui faire du mal. Mais je sentais que si je n'agissais pas maintenant, je le regretterais plus tard. J'ai dressé une liste de tout ce que je pouvais transférer et comment le faire sans éveiller de soupçons. En tapant, je sentais un poids écrasant sur ma poitrine. Je lui avais fait confiance aveuglément pendant des années. Et me voilà en train de me défendre contre la personne que je croyais être mon allié la plus sûre. J'ai ensuite appelé ma mère, sans tout lui dire, juste assez pour expliquer pourquoi j'avais besoin de son aide. J'ai besoin que tu gardes certaines choses pour moi quelque temps. Ce n'est rien de mal, juste une précaution pour me protéger, au cas où. Elle est restée silencieuse un instant, probablement en train d'essayer de deviner ce que je ne disais pas. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, inquiète. « Oui », ai-je menti. « C'est juste une précaution, rien d'alarmant. » Elle n'a pas insisté, mais j'ai entendu l'hésitation dans sa voix quand elle m'a répondu « Bien sûr, mon chéri, tout ce dont tu as besoin. » Quand j'ai raccroché, je me suis senti à la fois soulagé et honteux. Je détestais l'impliquer là-dedans, mais en même temps, savoir qu'elle me soutenait m'apportait un peu de stabilité dans une situation qui ressemblait à des sables mouvants. Quand TM est rentré, j'avais déjà commencé les démarches. J'ai transféré la plupart de mes biens, nos économies, mes investissements, même la maison, au nom de ma mère. J'ai laissé assez d'argent sur le compte commun pour donner le change,
mais tout le reste était sécurisé. Elle n'a rien remarqué. Elle est entrée, m'a embrassé sur la joue, et m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai fait comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. Une part de moi se sentait coupable, comme si je trahissais sa confiance. Mais une autre part se sentait soulagée, comme si je reprenais enfin le contrôle d'une situation qui m'échappait. Les jours suivants, j'ai maintenu l'illusion d'une vie normale. Je ne voulais pas qu'elle devine que quoi que ce soit avait changé. Elle paraissait contente, même étrangement joyeuse par moments, mais au lieu de me rassurer, ça me rendait plus méfiant. Si elle préparait quelque chose, elle le cachait à la perfection. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle n'a plus jamais reparlé des finances. Après que je l'ai questionnée la dernière fois, c'était comme si le sujet avait disparu de son esprit. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être exagéré et qu'elle avait abandonné l'idée parce que ce n'était pas si important. Mais plus j'y réfléchissais, plus ça me paraissait être une esquive, comme si elle craignait d'en reparler après que je l'ai poussée. Je la surprenais parfois à me lancer de petits coups d'œil. Des regards furtifs, comme si elle testait mon humeur ou décidait si elle devait dire quelque chose. Dès que je le remarquais, elle détournait aussitôt son attention vers autre chose, son téléphone, la télé, un livre. C'était subtil, mais bien réel. On aurait dit qu'elle attendait que je relance le sujet, comme si elle ne voulait pas prendre le risque de l'imposer à nouveau. Ce silence ne faisait qu'augmenter mon malaise. Ce n'était pas son genre d'abandonner un sujet qu'elle jugeait important, et sa façon de l'éviter semblait délibérée. Si elle testait le terrain, elle n'avançait pas. Et si elle attendait quelque chose, je n'allais certainement pas lui tendre la perche. Quelle que soit sa prochaine étape, je savais que je devais rester un coup d'avance. Quelque chose arrivait. Je ne savais pas quand ni comment. Tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer. Ce soir-là, j'ai revérifié que tout était solide. J'ai repris un à un les documents, vérifié chaque détail des transferts de biens à ma mère. La maison, les économies, les investissements, tout était désormais légalement à son nom, bloqué dans une fiducie incontestable. Je l'ai même appelée pour confirmer qu'elle avait bien reçu tous les papiers de son côté. 2 semaines sont passées, et tout paraissait normal. Trop normal, en réalité. Elle était plus affectueuse, lançait des conversations au hasard sur son travail, sur ce qu'on devrait dîner. Ça me déstabilisait, car depuis des mois, elle était distante, évitant toute discussion un peu profonde. Une part de moi a commencé à se demander si je n'avais pas exagéré depuis le début. Peut-être que son comportement étrange n'était dû qu'au stress, ou à quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais un soir de vendredi, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, a éteint la télé, et a dit « Il faut qu'on parle ». Mon estomac s'est immédiatement noué. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. « Je pense qu'on devrait divorcer », a-t-elle lâché. Son ton était si calme qu'il sonnait comme répété. Ce n'était pas de la colère, ni de l'émotion. C'était froid. Comme si elle m'annonçait qu'il n'y avait plus de lait. Je la fixais, sans savoir quoi répondre, pendant qu'elle enchaînait ses explications. Elle parlait de son besoin d'espace, de vouloir se retrouver, de la sensation d'avoir perdu son identité dans le mariage. Des phrases toutes faites de rupture qui n'expliquaient en réalité rien du tout. Puis elle a dit quelque chose qui sonnait différemment, « Tu sais, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi au fil des ans, et je ne pense pas que tu les apprécies vraiment. Je mérite mieux. » Cette dernière phrase m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement qu'elle voulait partir. Elle présentait la situation comme si je lui devais quelque chose. Comme si tout était ma faute et qu'elle ne faisait que réclamer ce qui lui revenait de droit. Je tentais d'assimiler ses paroles, mais une nouvelle question ne cessait de remonter à la surface, « Pourquoi maintenant ?» Puis elle a lâché une phrase qui a tout éclairé, « Un ami m'aide à y voir plus clair », dit-elle, sans croiser mon regard. Un ami. Je suis resté silencieux, la laissant parler, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Qui était cet ami? Pourquoi était-il impliqué dans mon mariage? La façon dont elle l'avait dit n'était pas anodine. On aurait dit que quelqu'un la montait en puissance, la persuadant que me quitter n'était pas seulement une option, mais une sorte de stratégie à exécuter. Et plus elle parlait de ses soi-disant sacrifices, plus j'avais du mal à y croire. Des sacrifices? Quels sacrifices? Elle avait toujours dit qu'elle était heureuse avec moi. J'avais travaillé dur pour lui offrir la vie qu'elle voulait, et je ne parle pas seulement d'argent. Quand elle a voulu déménager pour être plus près de son travail, j'ai accepté, même si cela rallongeait considérablement mon trajet. Quand elle a voulu partir à cette retraite de yoga coûteuse l'an dernier, j'ai veillé à ce que nous puissions l'inclure dans le budget, même en renonçant à des vacances que j'attendais. Je l'ai soutenue dans ses changements de carrière, 2 fois, en lui disant que c'était bien de tenter sa chance, parce que je voulais qu'elle soit épanouie. Je pensais qu'être un bon mari signifiait la mettre en premier autant que possible. Et je n'étais pas un partenaire absent ou indifférent. J'étais présent. Je n'oubliais pas les anniversaires ni les petits détails qu'elle évoquait. J'organisais des soirées quand elle disait se sentir bloquée dans la routine. Je l'écoutais se plaindre du travail, de ses amis, de sa famille. Je ne faisais pas toujours parfaitement, mais je faisais l'effort. C'est pour ça que son « je mérite mieux » m'a fait si mal. Je n'y croyais pas une seconde. Elle n'était pas malheureuse à cause de ce que j'avais fait ou non. Elle était malheureuse parce que quelque chose avait changé chez elle.
Peut-être 7 amis. Peut-être autre chose. Mais la personne assise en face de moi n'était plus la femme que j'avais épousée. Et je n'allais pas la laisser réécrire notre histoire commune pour servir son nouveau récit. Je n'ai pas insisté sur le moment. J'ai simplement hoché la tête et dit quelque chose de neutre comme « Si c'est ce que tu ressens, je suppose qu'on doit réfléchir aux prochaines étapes. » Elle a semblé surprise que je ne cherche pas à discuter ou à la supplier de rester, mais peu m'importait. Mon esprit était déjà ailleurs. Je devais découvrir qui, ou quoi, se cachait derrière ce changement calculé dans son comportement. Elle ne s'était pas simplement réveillée un matin en décidant de partir. C'était plus grand que ça, et je n'allais pas me laisser prendre davantage au dépourvu. Après cette conversation, elle a emménagé dans son propre appartement et, dès le lundi, j'ai reçu les papiers du divorce. Et croyez-moi, il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à la relation. Elle voulait tout prendre. La moitié de la maison, mes économies, mes placements, la voiture. Elle réclamait tout, plus une clause vague sur une pension alimentaire qui n'avait aucun sens vu son bon salaire. C'était comme si elle visait le jackpot, convaincue que j'allais céder et lui donner tout ce pour quoi j'avais travaillé. Au début, je pensais qu'elle agissait par rancune. Mais la façon dont ses demandes étaient rédigées, si précises, si agressives, m'a convaincu que quelqu'un l'aidait. Alors j'ai commencé à fouiller. Je ne pouvais évidemment pas lui demander directement qui l'influençait, alors j'ai dû être créatif. J'ai commencé par ses réseaux sociaux. Elle ne m'avait pas bloqué, et même si elle ne postait pas beaucoup, j'ai épluché ses photos taguées et les commentaires, à la recherche de quelqu'un de nouveau. C'est là que j'ai remarqué un détail. Un certain Jack aimait et commentait souvent ses publications. Rien d'inapproprié, juste assez pour m'interpeller. J'ai cliqué sur son profil, qui était public. Il n'avait pas l'air de grand-chose au premier abord. Un type dans la trentaine, travaillant dans le marketing d'après sa bio. Mais en scrollant, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Il avait posté une photo dans le même café où je l'avais vu quelques semaines plus tôt, le jour même où je l'avais entendu parler de « nouveau départ ». Mon estomac s'est noué en continuant de défiler. Il y avait d'autres indices subtils, un commentaire sous une de ses publications disant « Tu peux le faire » et un selfie qu'il avait pris dans ce qui ressemblait fort à son nouvel immeuble. Rien de concret, mais assez pour éveiller mes soupçons. Je ne savais pas encore quoi faire de ces informations, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ce « ami » qu'elle mentionnait m'obsédait, et je devais savoir qui c'était. J'ai décidé d'appeler une amie commune, Lisa. Elle et ma femme étaient proches depuis des années, donc si quelqu'un savait, ce serait elle. J'ai commencé la conversation tranquillement, en demandant si elle avait parlé récemment à ma femme ou si elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Lisa a répondu rapidement qu'elle ne savait rien au sujet d'un ami ou de conseil. J'ai posé quelques autres questions, mais elle a écourté la discussion, presque défensive, disant qu'elle ne pouvait vraiment pas m'aider. Ça sonnait faux, comme si elle voulait éviter de se mêler à l'histoire. Je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai appelé une autre amie, Émilie. J'ai joué la même carte, disant que je voulais juste comprendre. Elle s'est montrée hésitante, répondant vaguement, puis a coupé court, mettant fin à l'appel brusquement. J'étais encore plus suspicieux. Puis, à ma surprise, Émilie m'a rappelé. Elle m'a dit qu'elle devait s'assurer que rien de ce qu'elle dirait ne lui retomberait dessus. Je lui ai promis que non, et après un long silence, elle a fini par me dire ce qu'elle savait. Apparemment, ma femme passait beaucoup de temps avec un certain Jack, quelqu'un qu'elle avait rencontré par le travail. Émilie a ajouté qu'elle ne savait pas grand-chose de plus, mais que d'après ce qu'elle avait entendu, Jack jouait un rôle important dans les conseils que ma femme recevait à propos du divorce. Entendre ce prénom, c'était comme voir une pièce du puzzle se mettre en place. Tout devenait clair, ce n'était pas seulement une question d'espace ou d'identité. Quelqu'un d'autre était dans l'équation, influençant ses décisions, et j'étais bien décidé à comprendre pourquoi. J'ai choisi d'affronter ça à ma manière. Ce week-end-là, je me suis rendu devant son immeuble et je me suis garé un pâté de maison plus loin, dans l'espoir de confirmer ce que je savais déjà. Comme prévu, quelques heures plus tard, elle est sortie de l'immeuble avec Jack. Ils ne se tenaient pas la main ni rien, mais la manière dont ils marchaient côte à côte, penchés l'un vers l'autre pour parler, suffisait. Ils sont montés dans sa voiture et sont partis, me laissant là, fixant l'endroit où ils se tenaient. Je ne les ai pas suivis. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, c'était clair. Elle n'était pas simplement tombée hors de l'amour. Elle avait planifié sa sortie avec quelqu'un d'autre. Et tout s'expliquait désormais. La distance soudaine, les questions financières, les exigences agressives dans les papiers du divorce. Elle ne me quittait pas seulement. Elle me quittait en cherchant à me laisser sans rien, et elle avait quelqu'un qui la soutenait à chaque étape. Je suis rentré chez moi ce soir-là, l'esprit en ébullition avec tout ce que je venais d'apprendre. La trahison faisait mal, mais ce qui blessait encore plus, c'était à quel point tout cela avait été calculé. Elle utilisait le divorce comme tremplin vers la nouvelle vie qu'elle construisait avec Jack, mais elle n'avait aucune idée de ce que j'avais préparé pour elle. La première séance de médiation a été tendue dès le départ. Son avocat est arrivé avec un dossier si épais qu'on aurait dit qu'il intentait un procès contre une multinationale. Il a commencé à dérouler ses demandes comme si elles étaient parfaitement raisonnables, la moitié de la maison, les économies, mes investissements, la voiture,
et même une clause absurde de pension alimentaire qui n'avait aucun sens compte tenu de son bon revenu. Je suis resté silencieux, faisant semblant d'écouter, mais j'attendais que mon avocat fasse son mouvement. Quand ce fut enfin notre tour, il a calmement glissé une pile de documents de l'autre côté de la table et a dit, avant de continuer, « Je pense qu'il est important que tout le monde examine ceci. » L'avocat de ma femme a pris les papiers, les a parcourus rapidement. Son assurance a disparu à mesure qu'il tournait les pages, ses sourcils se fronçant davantage à chaque ligne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, perplexe. « Ces documents prouvent le transfert de tous les actifs majeurs dans une fiducie au nom de la mère de mon client, expliqua mon avocat d'une voix posée. Les transferts ont été effectués plusieurs semaines avant le dépôt de la demande de divorce, et la fiducie est parfaitement légale et irrévocable. » La salle est restée silencieuse. L'avocat s'est tourné vers elle, mêlant confusion et frustration. « Vous ne m'aviez pas parlé de ça » dit-il sèchement. Elle a arraché les papiers de ses mains et les a feuilletés, le visage rouge. « Ce n'est pas possible » marmonna-t-elle en fixant les signatures notariées et les dates. Puis elle s'est tournée vers moi, son expression passant de l'incrédulité à la rage. « Tu avais tout planifié » cracha-t-elle, comme si j'avais commis un crime impardonnable. « Tu savais que j'allais déposer, et tu as monté ça pour me rouler. » Je n'ai pas répondu. Je suis simplement resté assis, la laissant comprendre par elle-même. Son avocat, agacé, demanda plus d'explications à mon avocat. Celui-ci reprit, calmement, méthodiquement, apportant toutes les preuves nécessaires pour montrer que les transferts étaient en béton. Les dates correspondaient parfaitement, prouvant que j'avais tout déplacé bien avant le dépôt. Les signatures étaient correctement notariées, la fiducie était étanche. Rien à contester. Elle était furieuse. « Tu es incroyable » lâcha-t-elle en se penchant vers moi. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je ne dis toujours rien. » Que répondre? Ce n'était pas moi qui lui faisais quelque chose, c'était moi qui me protégeais, puisqu'elle avait clairement montré qu'elle ne partirait pas en douceur. La réunion s'est terminée avec son avocat marmonnant qu'il fallait revoir leur stratégie, mais il était évident pour tout le monde qu'il n'avait plus de cartes à jouer. Quand nous sommes sortis du bâtiment, elle m'a tiré dans le couloir, le visage mêlant colère et désespoir. « Ce n'est pas fini » dit-elle à voix basse. « Tu vas le regretter. » Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Je regrette seulement de t'avoir fait confiance. C'est mon seul regret. » Après cette séance, tout a dégénéré plus vite que je ne l'aurais imaginé. Elle est entrée en mode panique totale presque immédiatement. Ça a commencé avec les appels. Des appels sans fin. Au début, elle semblait calme, presque désolée, laissant des messages comme « Je crois qu'on doit juste parler » ou « Je sais que ça a dérapé, mais on peut arranger les choses ». Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé. Dès le deuxième jour, ces messages oscillaient entre sanglots et hurlements. Un message était rempli de larmes, où elle disait qu'elle avait fait une erreur et ne voulait pas perdre tout ce qu'on avait construit. Le suivant était une diatribe furieuse, m'accusant d'être mesquin et vindicatif, me rendant responsable de tout ce qui allait mal dans sa vie. J'ai tout ignoré. Mon avocat m'avait conseillé de ne pas réagir, et honnêtement, je n'en avais pas envie. J'en avais fini avec ces jeux. Mais elle, non. Quand les appels et textos n'ont rien donné, elle a commencé à inventer des histoires. J'ai entendu par des amis communs qu'elle racontait que le divorce n'était pas réel, que tout ça avait été une blague élaborée. Une blague. Sérieusement, qui aurait pu y croire? Les incohérences n'ont pas tardé à apparaître. Les gens ont commencé à lui demander, si c'était une blague, pourquoi déposer de vrais papiers officiels? Ou encore, pourquoi engager un avocat et formuler des demandes aussi précises si ce n'était pas sérieux? Quand les gens n'ont pas avalé l'histoire tout de suite, elle a insisté. Elle disait que ce n'était pas juste une blague, mais une façon de tester la solidité de notre relation. Elle s'est mise à se présenter comme la victime, prétendant être blessée et trahie par ma réaction, affirmant que j'étais allé trop loin et que j'avais détruit la confiance dans notre mariage. Au début, certains semblaient y croire. Je recevais des textos étranges d'amis ou de connaissances, du style « Waouh, je ne savais pas que c'était si dur pour elle. » Même son frère m'a reproché « Tu aurais dû simplement en parler au lieu d'être aussi radical. » C'était frustrant. Mais je savais que la vérité finirait par éclater, et c'est ce qui s'est produit grâce à un ami commun, appelons-le Matt. Matt et moi n'étions pas très proches, mais on s'entendait bien. Quelques semaines après la médiation, il m'a envoyé un message inattendu, disant qu'il avait quelque chose à me montrer. Quand on s'est vu, il a sorti son téléphone et m'a montré une série de textos entre elle et Jake. J'étais d'abord confus. « Comment tu as eu ça ?» ai-je demandé en les faisant défiler. Matt m'a expliqué qu'il avait un ami en commun avec Jake, quelqu'un qui avait eu accès à leur conversation. Apparemment, cet ami avait commencé à se sentir mal à l'aise en voyant comment les choses se déroulaient, surtout quand Jake avait commencé à se vanter de l'aider à sécuriser son avenir. Il n'a pas fallu longtemps pour que cet ami comprenne ce que sécuriser son avenir signifiait vraiment, essayer de m'assécher. Pris de remords, il avait pris des captures d'écran des textos et les avait transmises à Matt, sachant que lui avait une meilleure relation avec moi et pourrait me prévenir. Ce type jouait sur les deux tableaux, dit Matt en secouant la tête. Il la motivait à tout prendre tout en lui faisant croire qu'il serait là pour elle après. Matt me tendit les textos et dit « Je pensais que tu devrais savoir. Tu ne mérites pas ça, mec.
Les messages étaient brutaux. Elle ne se contentait pas de se confier à Jake au sujet du divorce, elle planifiait activement ses prochaines démarches avec lui, et il la coachait à chaque étape. Un de ses messages disait, « Une fois le règlement terminé, nous aurons tout ce qu'il nous faut. J'ai juste besoin qu'il accepte les conditions. » La réponse de Jake ? Ne recule pas, fais-le culpabiliser si tu dois. Il te doit ça. On repartira à zéro une fois que tu auras l'argent. Je restais là, fixant le téléphone de Matt, essayant d'assimiler ce que je lisais. Ce n'était pas un malentendu ni une réaction émotive à un mariage qui s'effondrait. C'était une manipulation froide, calculée. J'ai remercié Matt, et il est parti, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Tout s'éclairait maintenant. Sa soudaine distance, son obsession pour nos finances, ses exigences agressives dans le divorce. Tout faisait partie d'un plan qu'elle préparait avec Jake dans l'ombre. Les messages se sont rapidement répandus parmi nos amis communs. Matt les a montrés à quelques personnes, et à partir de là, la rumeur a circulé. Soudain, sa version des faits ne tenait plus. Des gens qui étaient neutres, ou même de son côté, ont commencé à s'éloigner. Et le changement fut presque instantané. Ceux qui la défendaient ou restaient en retrait la voyaient désormais pour ce qu'elle était vraiment. Même ses plus proches alliés se sont éloignés. Au moment où le divorce a été finalisé, elle n'avait plus rien d'autre que ses affaires personnelles. Son avocat a discrètement abandonné son dossier après avoir réalisé qu'il n'y avait aucune base juridique solide. Toutes ses exigences audacieuses s'étaient effondrées face aux documents que j'avais préparés, et le fonds fiduciaire que j'avais mis en place avec ma mère était intouchable. Quant à Jake, il a semblé disparaître dès que tout a commencé à s'écrouler. Je ne serais pas surpris qu'il l'ait utilisé autant qu'elle m'avait utilisé. D'après ce que j'ai compris, il nourrissait ses illusions d'indépendance et de nouveau départ. Mais dès qu'il est devenu évident qu'elle ne repartirait avec rien, il s'est volatilisé. Sans Jake à ses côtés, sa confiance s'est effondrée. Les appels et messages ont continué, mais cette fois, ils étaient désespérés. Elle ne m'accusait plus. Elle suppliait. « On peut juste parler ? S'il te plaît. Je ferai tout pour arranger ça », disait un message vocal. Un autre, « Tu n'as pas besoin de me pardonner, mais est-ce qu'on ne peut pas simplement régler ça et passer à autre chose ? J'abandonnerai tout si tu acceptes de me parler. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le mal était fait, et il n'y avait pas de retour possible. Même sa famille a commencé à s'éloigner. Son frère m'a contacté à un moment donné, s'excusant pour certaines choses qu'il avait dites plus tôt, quand il croyait sa version de l'histoire. « Je ne savais pas ce qu'elle te faisait », a-t-il admis. Je regrette d'avoir jamais pris son parti. Quant à moi, j'ai gardé la maison, mes économies, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la tranquillité d'esprit. Ma mère, comme toujours, a été mon pilier. Elle est venue avec des pots de peinture et une liste d'idées pour m'aider à réapproprier cet espace. Aujourd'hui, j'ai enfin l'impression que ma vie m'appartient de nouveau. Plus de doute à chaque interaction. Plus de trahison. Juste la paix. Elle est un chapitre de mon passé, un que je ne relis plus. Et pour ce qui est de la suite, c'est entièrement à moi de l'écrire.